Je m'appelle Élise Moreau, et si vous me voyez déambuler dans les rues pavées du 7e arrondissement de Paris, vous penseriez sans doute que ma vie est un tableau idyllique, peint avec les couleurs vives de la réussite et de l'amour éternel. Notre appartement haussmannien, avec ses hauts plafonds moulurés et ses balcons en fer forgé qui surplombent la Seine, respire le luxe discret des familles bien établies. Les meubles anciens, hérités de ma famille, se mêlent harmonieusement aux touches modernes que Antoine a insisté pour ajouter un canapé en cuir italien ici, une lampe design là. Chaque matin, le soleil filtre à travers les voilages légers, illuminant les photos de notre mariage accrochées au mur, nous deux, rayonnant sous les arches de Notre-Dame, nos mains entrelacées comme si rien ne pourrait jamais nous séparer. Antoine, mon mari depuis 9 ans, est l'incarnation de l'ambition parisienne. Entrepreneur dans le secteur technologique, il a fondé sa société il y a une décennie, une start-up qui a rapidement grimpé les échelons pour devenir un acteur majeur dans les solutions numériques pour les entreprises. Ses journées sont rythmées par des réunions interminables, des appels avec des investisseurs internationaux et des voyages d'affaires qui le mènent de San Francisco à Tokyo. Moi, je suis sa collaboratrice discrète, celle qui opère dans l'ombre. Officiellement, je gère une partie des finances, analysant les rapports et veillant à ce que les comptes soient impeccables. Mais Antoine ignore le secret qui pèse sur notre union. Dès le début, j'ai investi massivement dans son entreprise via une holding familiale, héritée de mon père, un homme d'affaires avisé qui m'a légué non seulement des biens, mais aussi une sagesse que j'ai appris à cacher. Aujourd'hui, je détiens 61% des actions, un pouvoir silencieux que je n'ai jamais révélé, par peur de briser l'équilibre fragile de notre couple. Pour lui, je suis la femme supportive, celle qui applaudit ses succès sans jamais revendiquer les miens. Notre vie familiale semble tout aussi harmonieuse. Nous avons une fille, Louise, âgée de 7 ans, avec ses boucles châtaines et ses yeux verts qui me rappellent ceux de ma mère. Elle est l'étincelle de notre quotidien, ses rires résonnent dans l'appartement quand elle joue avec ses poupées dans sa chambre rose pastel, ou quand elle me raconte ses aventures à l'école privée du quartier. Je m'occupe d'elle avec une dévotion infinie. La lever le matin, préparer son petit déjeuner avec des croissants frais de la boulangerie voisine, l'emmener à ses cours de piano après l'école. Antoine, lui, est souvent absent pour ces moments anodins, il rentre tard, embrasse Louise sur le front pendant qu'elle dort déjà, et promet de se rattraper le week-end. Mais ces promesses se réalisent rarement, remplacées par des appels urgents ou des dîners d'affaires imprévus. Pourtant, sous cette apparence de normalité, une tension sournoise commence à s'insinuer, comme une brume matinale qui enveloppe la ville sans qu'on s'en aperçoive immédiatement. Notre mariage a débuté dans une passion fulgurante, nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité à l'Opéra Garnier, lui avec son charisme magnétique, moi avec ma réserve élégante. Les premiers mois étaient un tourbillon de dîners romantiques au Jules Verne, de promenades main dans la main le long des quais, de nuits où nos corps se fondaient comme si le monde n'existait plus. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Antoine est de plus en plus distant, ses regards se font fuyants, et ses caresses, mécaniques. Il prétexte des réunions tardives, des deadlines impossibles, mais je sens qu'il y a plus. Ses textos arrivent avec des heures de retard, et quand il rentre, une odeur subtile de parfum féminin pas le mien flotte parfois autour de lui. Je me dis que c'est le stress, que l'entreprise grandit trop vite, qu'il porte le poids du monde sur ses épaules. Ce matin-là, comme tant d'autres, je me tiens sur le balcon, une tasse de café fumant à la main. La Seine coule paresseusement en contrebas, ses eaux miroitantes reflétant les tours de la cathédrale au loin. L'air est frais, chargé de l'odeur des pains frais des cafés voisins, et les pigeons roucoulent sur les toits. Louise est encore au lit, son petit corps enroulé dans les draps, et Antoine s'apprête à partir. Il s'approche, pose un baiser distrait sur ma joue, à peine un effleurement, comme si j'étais une habitude plutôt qu'un désir. « Tout va bien ?» lui demandai-je, ma voix douce mais teintée d'une inquiétude que je ne peux réprimer. Il hésite une fraction de seconde, son regard glissant sur l'horizon plutôt que sur moi. « Bien sûr, chérie. Juste du stress au bureau. » Cette nouvelle fusion nous épuise tous. Son sourire est forcé, les coins de sa bouche se crispant comme s'il récitait un rôle appris par cœur. Il attrape sa mallette en cuir, ajuste sa cravate impeccablement nouée, et disparaît dans l'ascenseur avec un vague « À ce soir ». Je reste là, le café refroidissant entre mes doigts, un malaise diffus me serrant la poitrine. Est-ce mon imagination? Ou y a-t-il vraiment quelque chose qui cloche?
Je me convainc que c'est passager, que notre routine c'est dîner mondain dans les restaurants étoilés de la rive gauche, où nous trinquons avec des verres de Bordeaux millésimés entourés d'investisseurs et de célébrités mineures, ces week-ends à Deauville, où nous marchons sur la plage, Louise ramassant des coquillages tandis qu'Antoine parle à faire au téléphone masque seulement la fatigue accumulée. Après tout, n'est-ce pas le lot de tous les couples qui durent? Les passions s'apaisent, les responsabilités prennent le pas, et l'amour devient une confortable complicité. Je chasse ces pensées sombres, me rappelant les bons moments, notre voyage de noces en Provence, où nous avons dansé sous les étoiles dans un vignoble, la naissance de Louise, quand Antoine a pleuré en la tenant pour la première fois. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmure que les fissures se creusent. C'est comme si un voile invisible se levait lentement, révélant des craquelures dans le marbre de notre existence. Je sens une solitude grandissante, même au milieu de la foule parisienne. Les amis que nous voyons lors de ces soirées des couples comme nous, avec leurs sourires polis et leurs conversations superficielles sur l'art ou la politique ne soupçonnent rien. Ils nous envient, probablement, vous formez un duo parfait, Élise et Antoine. Mais moi, je sais. Je sais que ces absences se multiplient, que ces compliments se raréfient, remplacés par des remarques anodines qui piquent comme des épines. Tu as l'air fatiguée, chérie. Peut-être devrais-tu te reposer plus. Dit-il cela par souci, ou pour me reléguer au second plan, je finis mon café, pose la tasse sur la balustrade, et entre pour réveiller Louise. Sa chambre est un havre de paix, avec ses posters de princesse et ses jouets éparpillés. Maman, c'est l'heure, murmure-t-elle en s'étirant, ses yeux encore ensommeillés. Je l'embrasse sur le front, sentant une bouffée d'amour pur qui chasse temporairement le doute. Nous prenons le petit déjeuner ensemble, des tartines beurrées, du jus d'orange frais et je la prépare pour l'école. En la déposant devant les grilles, je la regarde s'éloigner, sa petite main agitant un au revoir. Puis, je me dirige vers le bureau, comme d'habitude. L'entreprise est installée dans un immeuble moderne de la Défense, avec ses tours de verre qui percent le ciel. Je traverse le hall animé, saluant les collègues qui me voient comme la femme du patron, pas comme une force en soi. En m'installant à mon poste, entouré d'écrans et de dossiers, je sens mon cœur battre un peu plus fort. Une anticipation inexplicable m'envahit, comme si l'air était chargé d'électricité avant un orage. Je parcours les rapports financiers, mes doigts volant sur le clavier, mais mon esprit vagabonde. Et si cette normalité n'était qu'une illusion fragile, prête à se briser? Je secoue la tête, me concentrant sur les chiffres. Ignorante encore de la tempête qui gronde, je plonge dans ma journée, mais cette petite voix persiste, chuchotant que l'équilibre précaire de ma vie est sur le point d'exploser. Paris, avec son éternel bouillonnement, continue autour de moi, indifférent à mes tourments intérieurs. Les klaxons des voitures, les rires des touristes sur les ponts, tout semble normal. Pourtant, je sais, au plus profond de mon être, que les nuages s'amoncellent. Les signes de la trahison commencent subtilement, comme ces gouttes d'eau isolées qui tombent du ciel parisien avant que l'orage n'éclate en furie, trempant les rues et noircissant le ciel. Au début, je les ignore, les attribuant à la fatigue, au stress incessant de notre vie trépidante. Mais ils s'accumulent, insidieux, creusant des sillons dans l'édifice de notre mariage que je croyais inébranlable. Un soir, par exemple, nous sommes invités à un dîner d'affaires à la Tour d'Argent, ce restaurant mythique perché au sommet de la Tour Eiffel, où les lumières de la ville scintillent comme des diamants éparpillés sur un tapis noir. L'atmosphère est électrique, des investisseurs en costume sur mesure, des verres de cristal tintant au rythme des conversations sur les marchés émergents et les innovations technologiques. Antoine est dans son élément, charismatique, avec son sourire conquérant qui fait fondre les résistances. Moi, je suis à ses côtés, élégante dans une robe noire fluide, mes cheveux relevés en un chignon sophistiqué, essayant de me fondre dans ce monde masculin où les femmes sont souvent reléguées au rôle de décoration. Et la soirée commence bien. Je discute avec un investisseur suisse, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes cerclées d'or, qui s'intéresse à nos projections financières. Votre entreprise a un potentiel énorme en Europe de l'Est, lui dis-je, étayant mes arguments avec des chiffres précis que j'ai moi-même compilés. Il hoche la tête, impressionné, et pose une question sur les risques liés à la volatilité des devises. Je m'apprête à répondre, confiante, quand Antoine intervient abruptement, posant une main possessive sur mon épaule. « Élise, laisse-moi gérer ça.
Tu n'es pas experte en stratégie globale. Son ton est paternaliste, presque moqueur, comme si j'étais une enfant qui s'aventure dans un domaine trop grand pour elle. Les convives autour de la table sourient poliment, certains échangeant des regards complices, mais je sens une brûlure intense monter à mes joues, une humiliation sournoise qui me serre la gorge. L'investisseur hausse un sourcil, surpris, mais Antoine enchaîne avec fluidité, détournant la conversation vers ses propres idées, comme si les miennes n'avaient jamais existé. Point sur le chemin du retour, dans la limousine qui glisse silencieusement le long des Champs-Élysées illuminés, je ne peux m'empêcher de revenir sur l'incident. « Pourquoi m'as-tu coupé comme ça ?» demandai-je, ma voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. Antoine soupire, allumant une cigarette malgré mon aversion pour l'odeur. « C'était pour te protéger, chérie. Tu parles trop parfois, et tu risquais de dire une bêtise. Ces gens-là sont des requins, ils n'hésitent pas à exploiter les faiblesses. » Ces mots me transpercent, minimisant mon intelligence, me reléguant au statut de fragile protégé. Je ravale ma fierté, me rappelant nos débuts passionnés, quand il admirait justement mon esprit vif, ma capacité à décortiquer les bilans comptables avec une précision chirurgicale. À l'époque, il me disait « Tu es mon atout secret, Élise. Sans toi, je ne serais rien. » Mais ce soir-là, dans la voiture aux vitres teintées, je sens un premier craquement, comme si une fine lézarde apparaissait sur la surface lisse de notre relation. Les jours suivants, les contrôles s'intensifient, enveloppés dans un voile d'inquiétude feinte qui masque mal la manipulation. Antoine commence à vérifier mes textos, prétextant une inquiétude pour Louise. Un après-midi, alors que je suis au bureau, penché sur un tableur Excel rempli de colonnes de chiffres qui dansent devant mes yeux fatigués, il surgit dans mon espace de travail un cubicule modeste comparé à son bureau panoramique. « Pourquoi tu parles tant à ta sœur ?» demande-t-il, tenant mon téléphone qu'il a pris sans permission sur la table de la cuisine ce matin. « Elle t'influence mal, Élise. Elle est jalouse de notre vie, et ses conseils ne valent rien. » Sa voix est basse, presque susurrante, mais chargée d'une autorité qui me fait frissonner. Ma sœur, vivant à Lyon dans une petite maison cosy avec son mari professeur, est mon ancre, celle à qui je confie mes doutes lors de nos appels hebdomadaires. Elle me rappelle qui j'étais avant Antoine, une femme indépendante, diplômée de l'ESSEC, avec une carrière prometteuse en finance. Mais lui, il la dépeint comme une menace, isolant subtilement mes liens extérieurs. Et sa jalousie se mue en une manipulation émotionnelle plus sophistiquée. Il annule mes rendez-vous personnels sans ciller, arguant toujours que l'entreprise prime sur tout. Un vendredi, j'avais prévu un déjeuner avec une ancienne amie de l'université, une rare occasion de sortir de notre bulle conjugale. J'avais même réservé une table chez un bistrot charmant du Marais, avec ses nappes à carreaux et son menu de salade fraîche. Mais Antoine appelle au dernier moment, annule, chérie. On a une crise avec un client, j'ai besoin de toi au bureau. Quand j'arrive, essoufflé, il est en train de rire avec ses associés autour d'un café, et la crise se révèle être une simple négociation de routine. Tu vois, ton soutien est crucial, dit-il plus tard, m'embrassant sur la tempe comme si c'était une récompense. Mais intérieurement, je bouillonne, est-ce de l'amour protecteur, ou un contrôle insidieux qui m'étouffe petit à petit? Un jour, au bureau, l'incident qui me marque le plus survient lors d'une réunion d'équipe. La salle de conférence est baignée de lumière naturelle, avec une vue imprenable sur les toits de zinc de Paris. Une dizaine de collègues sont présents, des ingénieurs et des marketeurs, tous suspendus aux lèvres d'Antoine qui présente les résultats trimestriels. Il me désigne soudain pour expliquer un rapport que j'ai préparé, un document impeccable sur les flux de trésorerie. Mais au milieu de mon exposé, il m'interrompt brutalement. « Élise, tu deviens négligente. Regardez cette erreur ici, dit-il en pointant du doigt une ligne sur l'écran projeté. » Les têtes se tournent vers moi, des murmures s'élèvent. Mon cœur s'emballe, je sais que cette erreur, une projection légèrement optimiste, est en réalité une modification qu'il a lui-même apportée la veille, sans m'en informer. Peut-être que tu devrais te reposer plus, chérie. Le stress te joue des tours. Ces mots me transpercent comme des flèches empoisonnées, devant tous ces regards compatissants ou moqueurs. Je souris faiblement, masquant la douleur qui me noue l'estomac, et termine la réunion en bredouillant des excuses inutiles. Ce soir-là, seul dans notre appartement, tandis que Louise dort paisiblement dans sa chambre, je m'effondre sur le lit king size au drap de soie. Les larmes coulent en silence, chaudes et amères,
trempant l'oreiller. Ma confiance s'effrite comme un vieux mur sous la pluie incessante, je me sens diminuée, douteuse de mes propres capacités. Antoine rentre tard, sentant vaguement le vin et le parfum, encore ce parfum féminin qui n'est pas le mien. Il s'allonge à mes côtés, pose une main sur ma hanche. Désolé pour aujourd'hui, mais c'était pour ton bien. Tu sais que je t'aime. Ces paroles sonnent creux, et je feins le sommeil pour éviter la confrontation. Pourtant, je m'accroche désespérément à l'espoir que ce n'est qu'une phase passagère, un nuage sombre dans notre ciel autrement bleu. Nos week-ends à Deauville, où nous marchons sur la plage, les vagues léchant nos pieds nus, me reviennent en mémoire, ces rires, ces promesses d'éternité. Mais au fond de moi, la trahison germe, invisible encore, comme une graine enfouie dans la terre fertile de mes illusions. Les nuits suivantes, l'insomnie me gagne. Je me lève, arpente l'appartement pieds nus sur le parquet ciré, observant les lumières de la ville qui clignotent comme des étoiles artificielles. Paris, cette ville éternelle d'amour et de drame, semble me narguer avec ses couples enlacés sur les ponts, ses cafés bruissants de confidences. Je repense à chaque incident, la coupure au dîner, les textos surveillés, les annulations, la réprimande publique. Chacun est une pièce d'un puzzle que je refuse encore d'assembler. C'est l'amour, me dis-je, il veut juste le meilleur pour nous. Mais une voix intérieure, plus forte chaque jour, murmure le contraire. Je touche mon alliance, ce cercle d'or qui symbolisait autrefois l'union parfaite, et sens un froid inhabituel. La manipulation est là, tapie, attendant son heure pour éclore en pleine lumière. Et moi, Élise Moreau, je navigue dans cette mer agitée, ignorant que les vagues vont bientôt me submerger. Pourtant, dans ces moments de doute, je trouve un refuge dans les petites joies, lire un livre à Louise avant le coucher, ses yeux pétillants devant les aventures de princesses courageuses, ou me promener seule dans les jardins du Luxembourg, où les enfants font voguer des bateaux miniatures sur le bassin, rappelant l'innocence perdue. Ces instants me rappellent qui je suis vraiment, une femme forte, capable, qui a bâti sa vie sur des fondations solides. Mais Antoine, avec son comportement de plus en plus désinvolte, érode ses fondations pierre par pierre. Un matin, en me regardant dans le miroir de la salle de bain, ce grand miroir ovale encadré d'or où je vois mes traits tirés, mes yeux cernés, je me promets de surveiller les signes. Ce n'est rien, me convainc-je encore. Mais le germe de la trahison a pris racine, et il grandit, inexorable, dans l'ombre de notre vie apparemment parfaite. Le point culminant de cette descente aux enfers arrive un lundi matin pluvieux, comme si le ciel de Paris lui-même pleurait d'avance les larmes que je retiendrais à grand-peine. La ville, enveloppée d'un voile gris et humide, semble conspirer contre moi, avec ses rues luisantes sous la bruine incessante et ses passants pressés, emmitouflés dans des manteaux sombres, évitant les flaques qui reflètent les lumières blafardes des réverbères encore allumés. J'arrive au bureau plus tôt que d'habitude, mon manteau trempé goûtant sur le marbre poli du hall d'entrée de la tour de la Défense. L'immeuble, un géant de verre et d'acier qui perce les nuages bas, abrite l'empire d'Antoine, ou du moins ce qu'il croit être son empire. Je salue le gardien d'un sourire forcé, monte dans l'ascenseur aux parois miroitantes qui me renvoie un reflet pâle, fatigué, avec des cernes que même le maquillage ne masque plus complètement. Mon cœur bat à un rythme irrégulier, une appréhension diffuse que je ne parviens pas à identifier, comme si mon corps pressentait le cataclysme imminent. Antoine m'a convoqué par un message laconique la veille au soir. Viens dans mon bureau à 9 heures précises. Urgent. Pas de « chérie », pas d'explication. J'ai passé la nuit à tourner dans notre lit vide. Il était rentré tard, encore une fois, prétextant une réunion avec des partenaires. Louise dormait chez ma sœur pour le week-end, un arrangement que j'avais insisté pour faire, sentant le besoin d'un peu d'air dans cette atmosphère étouffante. En poussant la porte de verre fumé de son bureau, une pièce spacieuse et impersonnelle surplombant les toits mouillés de la capitale, je sens immédiatement que quelque chose cloche. 8 partenaires sont déjà là, assis autour de la grande table en acajou poli, leurs costumes impeccables contrastant avec l'ambiance lourde. Ce sont des hommes d'affaires chevronnés, des loups de la finance que j'ai souvent croisés lors de dîners ou de négociations, des regards acérés, des poignées de main fermes, des sourires qui ne montent jamais aux yeux. Ils murmurent entre eux, feuilletant des dossiers, mais leurs yeux se posent sur moi avec une curiosité malsaine, comme s'ils attendaient un spectacle. Et puis, il y a elle. Sophie, sa maîtresse, bien que je n'ai pas encore confirmé mes soupçons, son parfum sur les chemises d'Antoine et ses appels tardifs m'ont mise sur la piste. Fraîchement promue directrice financière,
un poste que j'aurais pu occuper si j'avais insisté. Elle se tient à ses côtés, droite comme une statue de marbre, avec un sourire suffisant qui étire ses lèvres peintes en rouge vif. Ses cheveux blonds cascadent en boucles parfaites sur ses épaules, et sa robe tailleur moulante accentue sa silhouette athlétique. Elle me fixe avec une satisfaction évidente, comme une prédatrice qui a enfin capturé sa proie. Antoine est au bout de la table, son fauteuil en cuir tourné vers la fenêtre, feignant de contempler la vue sur la grande arche voilée par la pluie. Quand il se retourne, son regard est froid, dépourvu de la moindre trace d'affection. « Élise, assieds-toi, dit-il d'une voix neutre, presque administrative, en désignant une chaise isolée à l'autre extrémité de la table. Mon cœur s'emballe, un tambourinement sourd dans ma poitrine qui fait trembler mes mains. Je m'assois, les jambes flageolantes, sentant le poids de tous ces regards sur moi, comme des projecteurs braqués sur une scène où je n'ai pas demandé à jouer. L'air dans la pièce est étouffant, chargé d'une tension palpable, mêlée à l'odeur du café fraîchement moulu et des aftershave coûteux. Antoine pousse un dossier vers moi, ses doigts longs et manucurés effleurant à peine le papier. Je vais te quitter. Signe ici, maintenant. Les mots tombent comme un verdict implacable, sans préambule, sans émotion. La salle semble se figer, les partenaires murmurent, surpris, certains échangeant des regards en coin, d'autres se redressant sur leur siège avec un intérêt renouvelé. Mon monde vacille, 9 ans de mariage, de sacrifices, de nuits blanches à soutenir son rêve, réduit à une pile de documents légaux sur une table de réunion. Quoi, balbutiai-je, ma voix à peine audible, un filet tremblant dans le silence oppressant. Mais Antoine ne flanche pas, il désigne Sophie d'un geste dédaigneux. Elle est bien plus compétente que toi, ajoute-t-il, sa voix montant d'un ton, imprégnée d'une cruauté que je ne lui connaissais pas, 9 ans gaspillés avec une femme qui n'a jamais vraiment compris les affaires. Sophie, elle, sait comment diriger, comment innover. Pas comme tes erreurs constantes qui nous coûtent cher. Les rires fusent alors, des éclats masculins, graves et moqueurs, qui résonnent dans la pièce comme des coups de tonnerre. Un des partenaires, un homme bedonnant aux joues rouges, s'esclaffe le premier, suivi par les autres qui hochent la tête en ricanant, leurs dents blanches brillant sous les néons. Bien dit, Antoine. Il était temps, lance l'un d'eux, un certain Marc que j'ai déjà croisé lors de soirées, et qui me toisait toujours avec une condescendance à peine voilée. Sophie croise les bras, son sourire s'élargissant, triomphant, comme si elle savourait chaque seconde de ma déchéance. Je sens mes joues rougir, une chaleur infernale montant de ma nuque à mon front, une vague de honte pure qui m'envahit comme un raz-de-marée. Mes mains tremblent sur la table, mes ongles s'enfonçant dans le bois pour ne pas hurler. Humiliée, exposée comme un trophée brisé devant ces inconnus qui rient de ma douleur, je me sens petite, insignifiante, réduite à une erreur ambulante. Mon estomac se noue, une nausée acide remontant dans ma gorge, les larmes piquent mes yeux, mais je les retiens, refusant de leur donner cette satisfaction supplémentaire. Et la salle éclate en rire moqueur, leurs yeux me scrutant comme un spectacle de cirque, un divertissement matinal avant leur négociation millionnaire. Allez, signe, Élise. Ne fais pas traîner, insiste Antoine, sa voix impatiente, comme si j'étais une employée récalcitrante plutôt que la femme qui a partagé son lit, élevé sa fille, investi son âme dans son succès. Je fixe les papiers, les lignes floues à travers le voile humide de mes yeux, clause de divorce, partage des biens, garde de Louise, tout calculé froidement, sans une once de regret. Mes pensées tourbillonnent, comment en sommes-nous arrivés là? Les signes étaient là, les critiques, les absences, mais jamais je n'aurais imaginé cette mise en scène publique, cette exécution théâtrale devant un public complice. Sans hésiter plus longtemps, car la fierté est tout ce qu'il me reste, je prends le stylo qu'il me tend, sentant le métal froid contre ma peau moite. Ma main tremble, mais je signe, traçant mon nom d'une écriture saccadée, comme si chaque lettre scellait une partie de mon âme brisée. Merci pour ces 9 années, chuchotai-je, ma voix brisée, un murmure à peine audible qui se perd dans les rires persistants. En me levant, les jambes engourdies, je quitte la pièce d'un pas mécanique, évitant leur regard. Dans le couloir, je croise le regard du président du conseil d'administration, mon oncle discret, cet homme aux cheveux grisonnants et au costume impeccable qui a toujours veillé sur moi dans l'ombre, ignorant qu'Antoine ne sait rien de notre lien familial, ni de mes 61% d'actions cachées. Son expression est compatissante, un éclat de tristesse dans ses yeux bleus, mais il ne dit rien, respectant le silence de ce moment funeste. La trahison est publique, crue,
exposée aux yeux de tous comme une plaie ouverte. Je m'engouffre dans l'ascenseur, les portes se refermant avec un ding métallique qui sonne comme un glas. Seul enfin, adossé à la paroi froide, les larmes coulent librement, chaudes et salées, ruisselant sur mes joues. Mon monde s'effondre, les fragments de notre vie commune, les rires partagés, les voyages en amoureux, la naissance de Louise se brisant en mille éclats irrécupérables. L'humiliation est gravée en moi comme une cicatrice brûlante, une marque indélébile qui pulse avec chaque battement de cœur. Dehors, la pluie continue de tomber, lavant les rues, mais pas mon âme souillée. Je marche sans but, le vent froid fouettant mon visage, me demandant comment survivre à cette tempête intérieure qui fait rage. Pourtant, au milieu de cette douleur viscérale, une étincelle naît, la conscience que ce n'est pas la fin, mais le début d'une renaissance. Mais pour l'instant, c'est la chute, le vide abyssal d'une trahison orchestrée avec une précision chirurgicale. Paris, indifférente, continue son ballet sous la pluie, mais pour moi, tout a changé en un instant fatal. Seul dans notre appartement vide, je m'effondre sur le canapé en velours gris du salon, celui où nous nous blottions autrefois pour regarder des films tard le soir, un verre de vin à la main et des rires étouffés pour ne pas réveiller Louise. Ce soir-là, le silence est assourdissant, seulement brisé par le tic-tac incessant de l'horloge murale et le ronronnement lointain de la circulation sur les quais de la Seine. Je revis la scène en boucle, comme un film cauchemardesque que je ne peux pas arrêter, les rires des partenaires, le sourire triomphant de Sophie, les mots d'Antoine, bien plus compétente que toi, qui résonnent dans ma tête comme des coups de marteau sur du verre déjà fissuré. Chaque éclat de rire me transperce à nouveau, chaque regard moqueur me brûle la peau. Je serre un coussin contre ma poitrine, comme si cela pouvait contenir la douleur qui menace de m'engloutir. Mes larmes coulent sans retenue, chaudes et abondantes, trempant le tissu, et pour la première fois depuis des années, je laisse sortir un sanglot rauque, primal, qui fait vibrer les murs. Comment en sommes-nous arrivés là? Cette question tourne en boucle dans mon esprit, obsédante. Je fouille dans mes souvenirs, remontant le fil des 9 dernières années comme on déroule une pelote de laine emmêlée. Les compliments d'Antoine qui, progressivement, se sont mués en critiques voilées. Tu es belle, mais un peu trop classique, ton analyse est bonne, mais pas assez audacieuse. Les décisions qu'il imposait sans discussion, me reléguant toujours au second plan. Les nuits solitaires où je l'attendais, le dîner réchauffé 3 fois, pendant qu'il travaillait tard ces nuits où, maintenant, je comprends qu'il était probablement avec elle. Il m'a manipulée avec une habileté diabolique, d'abord en m'isolant de mes amis, sous prétexte qu'ils étaient trop superficiels pour notre nouveau standing, puis en me faisant douter de mes compétences, répétant sans cesse que, sans lui, je n'aurais jamais eu cette vie luxueuse. Tu es chanceuse de m'avoir, disait-il souvent, avec ce sourire charmeur qui masquait la condescendance. Et moi, naïve, je croyais que c'était de l'amour protecteur, une preuve de son dévouement. Je me lève, les jambes tremblantes, et me dirige vers le balcon. La nuit parisienne s'étend devant moi, la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare ironique dans cette obscurité émotionnelle. L'air froid de décembre me fouette le visage, séchant mes larmes, et je respire profondément, sentant l'odeur humide de la Seine mêlée à celle des marrons grillés des vendeurs ambulants en contrebas. Je repense à toutes les fois où j'ai ravalé ma fierté, le dîner à la Tour d'Argent où il m'a coupé devant les investisseurs, les textos surveillés, les rendez-vous annulés. Chaque incident, pris isolément, semblait anodin, une petite concession pour le bien du couple. Mais assemblés, ils forment un tableau terrifiant de manipulation émotionnelle, une toile tissée patiemment pour me diminuer, me rendre dépendante, me préparer à cette humiliation finale. Le lendemain matin, le soleil se lève timidement sur Paris, filtrant à travers les voilages et projetant des ombres douces sur le parquet. Je n'ai presque pas dormi, mes yeux rougis et gonflés me renvoyant un reflet méconnaissable dans le miroir de la salle de bain. Louise est toujours chez ma sœur, merci à Dieu pour ce petit répit, et l'appartement semble trop grand, trop vide. Je prépare un café fort, le tenant entre mes mains comme un ancre, et m'assois à la table de la cuisine où nous prenions autrefois nos petits déjeuners animés. C'est là que je décide de contacter discrètement mon oncle, le président du conseil d'administration. Je prends mon téléphone secondaire, celui qu'Antoine ne connaît pas, hérité de mon père avec une carte prépayée pour les urgences familiales, et compose son numéro. Ma voix tremble quand il répond, « Élise ? Tout va bien ?» Je lui raconte tout, les mots se déversant comme un torrent, la convocation, les papiers de divorce, l'humiliation publique,
Sophie à ses côtés. Il m'a jeté comme un déchet devant tout le monde, dis-je, la gorge serrée. Il reste silencieux un moment, puis soupire profondément. Je suis désolé, ma petite. Mais tu sais ce que cela signifie. Tes actions, tu as toujours le pouvoir. Ces mots allument une étincelle en moi, une petite flamme vacillante dans l'obscurité. Mes 61% d'actions, héritées de mon père via la holding familiale, que j'ai investi dans l'entreprise dès ses débuts sans jamais le révéler à Antoine. Il pense que c'est son empire, bâti de ses seules mains, ignorant que sans mon apport initial discret, anonyme il n'aurait jamais décollé. Cette révélation, que je gardais comme un secret précieux, devient soudain une arme. Une rage sourde monte en moi, mêlée à la tristesse, rage contre sa trahison, contre les années où j'ai sacrifié ma carrière pour soutenir la sienne, contre cette mise en scène cruelle. Mais aussi tristesse pour la femme que j'étais, celle qui croyait aveuglément en l'amour éternel. J'y passe la journée à marcher dans Paris, cherchant l'apaisement dans le mouvement. Je descends les quais, longe la Seine où les péniches glissent paresseusement, passe devant les bouquinistes aux étals verts remplis de livres anciens. Le vent froid clarifie mes pensées, chasse peu à peu le brouillard de la douleur. Je m'arrête au jardin du Luxembourg, m'assois sur un banc près du bassin où les enfants font voguer leurs voiliers miniatures. Les feuilles mortes craquent sous mes pas, et je regarde une mère pousser son enfant sur une balançoire, riant aux éclats. Cela me rappelle Louise, et une nouvelle vague de larmes menace, mais je la repousse. Pour la première fois, je me sens prête à affronter la vérité en face, je ne suis pas faible. J'ai construit cette entreprise autant que lui, peut-être plus. J'ai une intelligence qu'il a tenté d'étouffer, une force qu'il a sous-estimée. Le soir venu, je rentre et ouvre une bouteille de vin rouge, un Bordeaux millésimé que nous gardions pour les grandes occasions. Je m'assois sur le balcon, un verre à la main, et laisse mes pensées dériver. La manipulation était subtile, progressive, il m'a rendue dépendante émotionnellement, puis financièrement en me cantonnant à un rôle subalterne. Mais maintenant, je vois clair. La conscientisation est douloureuse, comme arracher un pansement sur une plaie infectée. Ça brûle, ça saigne, mais c'est nécessaire pour guérir. Je pleure encore, pour les rêves brisés, pour les années perdues, mais ces larmes sont différentes, elles lavent, elles libèrent. Mon reflet dans la vitre du balcon me renvoie l'image d'une femme blessée, les traits tirés, mais dont les yeux brillent d'une détermination nouvelle. Paris, ville de révolution et de renaissance, semble m'encourager, les lumières des ponts, les silhouettes des passants pressés, tout vibre d'une énergie qui me contamine. Je ne suis plus la victime. Je suis Élise Moreau, héritière d'une lignée d'entrepreneurs avisés, mère d'une petite fille merveilleuse, et propriétaire silencieuse d'un empire. La douleur est encore là, lancinante, mais elle cohabite désormais avec une colère juste, une résolution ferme. Demain, j'agirai. Ce soir, je laisse la nuit m'envelopper, sentant pour la première fois depuis longtemps que l'avenir m'appartient. Les jours suivants, cette prise de conscience s'approfondit. Je parle à ma sœur au téléphone, lui confiant tout. Il t'a toujours utilisé, Élise, dit-elle, sa voix tremblante de colère protectrice. Ton investissement l'a lancé, mais il te traitait comme une secrétaire glorifiée. Ces mots confirment ce que je sais déjà au fond de moi. Je commence à noter mes pensées dans un journal, couchées sur le papier comme des preuves tangibles, les dates des humiliations, les mensonges, les manipulations. Cela me donne une force nouvelle, une clarté mentale qui chasse les doutes. Je marche à nouveau le long de la Seine, observant les couples enlacés, et au lieu de la jalousie, je ressens une pitié pour ceux qui, comme moi autrefois, ignorent les chaînes invisibles. La conscientisation est libératrice, elle transforme la douleur en carburant, la honte en détermination. Je ne suis plus la femme qui signait sans broncher, je suis celle qui va reprendre ce qui lui appartient. Paris, avec ses lumières éternelles, reflète cette transformation intérieure, d'ombre à lumière, de victime à survivante. Le lendemain de cette humiliation qui m'a laissé vider, comme une coquille abandonnée sur la plage après la marée, je me réveille avec une détermination nouvelle, une force viscérale qui pulse dans mes veines comme un sang neuf. La lumière grise de l'hiver parisien filtre à travers les voilages du salon, projetant des ombres longues sur le parquet ancien. Je n'ai presque pas dormi, mais ce n'est plus la douleur qui m'a tenue éveillée, c'est une énergie bouillonnante, une rage contenue qui se transforme en résolution. Je prépare un café noir, fort,
le tenant entre mes mains tremblantes d'excitation plutôt que de peur. Louise est toujours chez ma sœur à Lyon. J'ai prolongé son séjour d'un texto discret la veille, sentant que les prochains jours allaient être décisifs. L'appartement est silencieux, mais pour la première fois, ce silence ne m'oppresse pas, il me laisse de l'espace pour penser, pour agir. Je m'habille avec soin, un tailleur pantalon noir impeccable, des escarpins vernis, les cheveux relevés en un chignon sévère qui accentue la ligne de ma mâchoire. Dans le miroir, je ne vois plus la femme hésitante des derniers mois, je vois Élise Moreau, héritière, actionnaire majoritaire, mère, et surtout, femme qui a décidé de reprendre sa vie en main. Je convoque une réunion secrète avec mon oncle dans un café discret du Marais, loin des regards indiscrets de la Défense. Le lieu est cosy, avec ses murs en pierre apparente, ses tables en bois patiné et l'odeur enivrante de croissants chauds qui flottent dans l'air. Il arrive à l'heure précise, son manteau en cachemire encore perlé de la bruine matinale, et s'assoit en face de moi, son regard bleu perçant rempli d'une tendresse paternelle. « Élise, dit-il simplement, posant sa main ridée sur la mienne. Je lui révèle tout sans filtre, la convocation humiliante, les rires, Sophie à ses côtés, les papiers signés sous la pression. Il m'a jeté comme un déchet, dis-je, la voix tremblante malgré ma résolution, les larmes menaçant à nouveau. Il hoche la tête, écoutant en silence, puis serre ma main plus fort. Il est temps, ma petite. Tu as le pouvoir depuis toujours. Utilise-le. Ces mots résonnent en moi comme un déclencheur. De retour à l'appartement, je commence à rassembler mes affaires avec une efficacité froide. Les valises s'ouvrent sur le lit, et j'y dépose méthodiquement mes vêtements, ceux de Louise, ses petites robes préférées, ses peluches, nos documents importants. Chaque objet que je touche ravive un souvenir, la robe que je portais lors de notre voyage de noces en Provence, le cadre photo de notre mariage que je laisse intentionnellement sur la commode, comme un adieu muet. Antoine rentre tard, comme d'habitude, l'air fatigué mais satisfait, puant ce parfum floral qui n'est pas le mien, celui de Sophie, sans doute. Il pose sa mallette, remarque les valises ouvertes et fronce les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-il, un rire incrédule dans la voix, comme si j'étais en train de faire une blague de mauvais goût. Je me tourne vers lui, le cœur battant à tout rompre, mais la voix ferme, ancrée dans une force que je découvre enfin. « C'est fini, Antoine. Je pars. Avec Louise. » Il rit franchement cette fois, un rire arrogant qui me transperce mais ne me fait plus vaciller. « Tu pars ? Et pour aller où ? Tu ne survivras pas sans moi, Élise. Qui paiera cet appartement, les écoles privées, les vacances ? Tu n'as rien sans mon entreprise. » Ces mots sont censés me blesser, me ramener à la case départ, mais ils glissent sur moi comme la pluie sur une vitre. Je tiens bon, le regard droit dans le sien. « Tu te trompes. J'ai tout. Et plus que tu ne l'imagines. » Il s'approche, tente de poser une main sur mon bras, son visage passant de l'amusement à l'inquiétude. « Allez, chérie, c'était une erreur. Le stress. Sophie n'est rien. Reviens à la raison. » Mais je recule, sentant pour la première fois le pouvoir inversé, c'est lui qui supplie maintenant. Pendant la nuit, tandis qu'il dort ou fait semblant, je contacte les avocats familiaux. Les messages s'enchaînent, divorce en cours, activation immédiate de mes droits actionnariaux en tant que propriétaire majoritaire à 61%. Le point de rupture est là, viscéral, une décision qui me traverse comme un éclair. Plus de pleurs étouffés dans l'oreiller, une force intérieure surgit, forgée dans la douleur des derniers mois, trempée dans l'humiliation publique. Je sens mes muscles tendus, mon souffle court, mais c'est l'excitation de la liberté qui pointe, comme les premiers rayons de soleil après une tempête interminable. Le matin suivant, je quitte l'appartement avec Louise, que ma sœur m'a ramenée discrètement à l'aube. Ma petite fille serre ma main, sentant la tension mais rassurée par mon calme apparent. « On va où, maman ?» demande-t-elle, ses yeux verts remplis de curiosité. « Dans un nouvel endroit, ma chérie. Un endroit où on sera heureuse. » Nous nous installons temporairement dans un hôtel charmant du quartier latin, avec vue sur les toits de zinc et les clochers anciens. La chambre est lumineuse, imprégnée de l'odeur de linge frais, et pour la première fois depuis longtemps, je respire librement. En route, dans le taxi qui file le long de la Seine scintillante sous un rare soleil hivernal, je sens un poids immense s'envoler de mes épaules. Les chaînes invisibles se brisent une à une, plus de manipulation,
plus d'humiliation voilée, plus de rôle de seconde zone. Mais la décision la plus décisive arrive l'après-midi même. Je convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration Mon Droit en tant qu'actionnaire majoritaire. Les membres se rassemblent dans la salle de conférence aux baies vitrées, l'air chargé d'une tension palpable. Antoine est présent, convoqué comme les autres, ignorant encore tout. Il entre avec son assurance habituelle, salue les collègues d'une poignée de main ferme, me jette un regard moqueur comme si ma fuite n'était qu'une crise passagère. Mon oncle préside, son visage impassible. Quand vient mon tour de parole, je me lève, la voix claire et forte. Messieurs, une clarification s'impose. Depuis la fondation de cette entreprise, je détiens 61% des actions via la holding familiale. Antoine l'ignore, mais c'est un fait. À la lumière des événements récents, je prends le contrôle effectif. Un silence de plomb tombe. Antoine blêmit, son visage passant du rouge au blanc en une seconde. C'est impossible, balbutie-t-il, la voix brisée. J.E. continue, implacable, votre comportement, Antoine, a compromis la stabilité de l'entreprise. Le conseil vote votre éviction immédiate. Les mains se lèvent une à une. Mon oncle le premier, et la motion passe. La sécurité arrive, 2 agents en costume sombre, et l'escorte hors de la salle sous les regards stupéfaits. Il se débat verbalement, hurlant des accusations, mais ses mots se perdent dans le couloir. Je reste debout, le cœur battant à tout rompre, un mélange de peur résiduelle et d'euphorie pure. C'est le point de rupture absolue, je brise les chaînes de notre mariage toxique, je reprends ce qui m'appartient, je me choisis enfin. En sortant du bâtiment, l'air froid de décembre me fouette le visage, mais il est vivifiant, chargé de promesses. Paris semble plus lumineuse, les passants plus joyeux, les lumières de Noël qui commencent à scintiller dans les vitrines comme un clin d'œil complice. Je marche vers l'inconnu, mais avec une force inattendue, forgée dans le feu de la trahison. J'appelle une amie perdue de vue depuis des années, celle qu'Antoine avait réussi à éloigner, et sa voix chaleureuse au téléphone me fait sourire pour la première fois depuis longtemps. La décision est prise, irrévocable, plus jamais je ne laisserai quelqu'un me diminuer. Ma vie recommence, sur mes termes, avec Louise comme boussole et ma propre force comme moteur. La rupture est cathartique, un cri silencieux de rébellion qui résonne dans tout mon être, me propulsant vers un avenir que je vais enfin façonner moi-même. Antoine ne s'avoue pas vaincu si facilement, je le savais au fond de moi, mais rien ne m'avait préparé à l'intensité de ses tentatives pour reprendre le contrôle. Dès le soir même de mon éviction de lui, alors que Louise et moi nous installons dans notre suite lumineuse de l'hôtel du quartier latin, mon téléphone vibre sans relâche. Des appels, des messages vocaux, des textos qui défilent comme une marée montante. Je les ignore d'abord, le cœur serré, mais la curiosité ou peut-être la masochisme résiduel me pousse à en écouter un. Sa voix, d'habitude si assurée, est brisée, larmoyante. Élise, c'était une erreur stupide. Reviens, pour Louise. On peut tout effacer, recommencer. Les mots classiques du manipulateur qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Je bloque son numéro principal, mais il en utilise un autre, puis un autre encore. Je t'aime encore. Sophie? Une passade insignifiante. Toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Chaque message est une flèche empoisonnée, conçue pour réveiller les souvenirs heureux et faire vaciller ma résolution. Le lendemain, il passe à l'action directe. Je suis en train de prendre le petit déjeuner avec Louise sur la petite terrasse de l'hôtel, des croissants encore chauds, du jus d'orange frais, le bruit lointain des klaxons parisiens quand le réceptionniste m'appelle, Madame Moreau, un monsieur insiste pour vous voir en bas. Je descends, le cœur battant, et le trouve dans le hall élégant, fleurs extravagantes à la main, un bouquet énorme de roses rouges, celles que j'adorais autrefois. Il a l'air épuisé, les traits tirés, la cravate desserrée, mais il tente le grand jeu, il s'agenouille presque, les yeux humides. Élise, pardonne-moi. J'ai perdu la tête. Le stress, la pression. Reviens à la maison. Sa voix tremble, et pendant une fraction de seconde, je sens la tentation, les années ensemble, les habitudes, la peur de l'inconnu. Mais je me souviens des rires dans la salle de réunion, de son regard froid, et je reste de marbre. Non, Antoine. Tes mots dans le bureau étaient la vérité pour toi. C'est fini. Et il change de tactique en un clin d'œil, son visage passant des larmes à la colère.
Tu vas regretter ça. L'entreprise? C'est moi qui l'ai bâtie, pierre par pierre. Il ignore encore tout de mes actions, il croit que je bluffe. A eu bureau mon bureau désormais, il tente de me discréditer auprès des partenaires restants. Des emails circulent, des rumeurs qu'il répand comme du venin, Élise traverse une crise nerveuse, sa fragilité mentale affecte ses décisions. Sophie, toujours à ses côtés comme une ombre fidèle, amplifie les mensonges lors de réunions informelles, souriant avec cette satisfaction que je connais trop bien. Mais je reste ferme, soutenue par mon oncle et les membres loyaux du conseil. Je publie un communiqué interne clair, nouvelle direction, vision renouvelée, fin des pratiques toxiques. Les employés, d'abord stupéfaits, commencent à se ranger derrière moi. Beaucoup avaient souffert en silence de l'arrogance d'Antoine. Quelques jours plus tard, lors d'une confrontation inévitable chez l'avocat, une salle austère aux murs lambrissés, avec vue sur les toits de Paris, il pleure faussement, des larmes calculées qui coulent sur ses joues. Je t'aime encore, Élise. Laisse-moi une chance. Pense à Louise, à notre famille. Il tend la main vers moi par-dessus la table en acajou, ses doigts tremblants effleurant presque les miens. Ses yeux trahissent la panique pure, l'homme qui contrôlait tout voit son monde s'effondrer. Je souris intérieurement pour la première fois, sa façade craque comme du verre sous la pression. Non, Antoine. Tu as choisi Sophie et l'humiliation publique. Assume les conséquences. L'avocat, impassible, pousse les papiers de divorce définitif vers lui. Il signe, la main hésitante, mais pas sans une dernière menace voilée, tu ne t'en sortiras pas sans moi. Le choc final arrive le lendemain matin, quand la sécurité l'escorte hors des locaux sur ordre du conseil, mon ordre, activé discrètement la veille. J'observe la scène de loin, depuis mon nouveau bureau panoramique, le cœur battant mais la posture droite. Il hurle dans le hall. Quoi? C'est impossible. Élise, tu ne peux pas faire ça. Sa voix résonne, désespérée, tandis que les deux agents le guident fermement vers la sortie. Les employés s'écartent, certains avec pitié, d'autres avec soulagement. Son visage est méconnaissable, rouge, défait, l'arrogance remplacée par une incrédulité enfantine. Je ne ressens pas de joie sadique, seulement une profonde satisfaction calme. Justice rendue. Ces tentatives continuent encore quelques semaines, mais elles s'espacent, perdent en intensité. Des messages menaçants d'abord, tu détruiras tout ce qu'on a bâti, puis pathétique, je suis perdu sans toi. Je bloque chaque nouveau numéro, change les serrures de l'ancien appartement que j'ai mis en vente, et obtiens une ordonnance restrictive via les avocats. Chaque rejet renforce ma résolution, comme si je construisais un mur plus haut à chaque pierre qu'il lance. Louise et moi nous installons définitivement dans un nouvel appartement à Montmartre, un duplex lumineux avec vue sur le Sacré-Cœur, des parquets anciens, une grande cuisine où je recommence à cuisiner avec plaisir. Les soirées sont paisibles, je lis des histoires à Louise, nous rions devant des dessins animés, et je respire enfin l'air pur de la liberté. À une terrasse de Montmartre, un après-midi ensoleillé où les touristes dessinent les rues pavées et où les artistes exposent leurs toiles colorées, je sirote un café crème, entouré du brouhaha joyeux de la vie parisienne. Le vent joue dans mes cheveux, et je sens une paix profonde m'envahir. Sa réaction confirme ce que je sais désormais, il était un manipulateur né, incapable d'accepter la perte de contrôle. Chaque tentative échoue parce que je me fortifie, jour après jour. Je commence une thérapie, discrète, pour guérir les blessures invisibles, les doutes qu'il a semés, la confiance érodée. Les séances me libèrent, mot par mot, larme par larme. Paris m'offre un refuge, les promenades solitaires place des Vosges, les expositions au centre Pompidou, les dîners avec des amis retrouvés qui me disent « Tu rayonnes, Élise ». Antoine perd le contrôle, je le gagne, pleinement. L'entreprise prospère sous ma direction, je promeus des talents méritants, instaure une culture de respect, et les chiffres grimpent. Sophie est discrètement écartée, son poste supprimé dans une restructuration. Lui, je l'apprends par des sources communes, sombres, dette, solitude, regret tardif. Je ne ressens ni pitié ni haine, seulement l'indifférence libératrice de celle qui a tourné la page. Un soir, alors que le soleil se couche derrière le Sacré-Cœur et peint le ciel en rose et or, je rentre à la maison, Louise courant devant moi avec son cartable. Elle rit, insouciante, et je réalise que chaque rejet d'Antoine m'a rendue plus forte, plus entière. La manipulation se retourne contre lui, comme un boomerang fatal,
Elle me libère davantage, me pousse vers une version de moi-même que je n'avais jamais osé imaginer. Je refuse de retomber dans ces filets, car je sais désormais ma valeur. Paris, avec ses lumières qui s'allument une à une, célèbre ma victoire silencieuse, je suis debout, inébranlable, prête pour tout ce que l'avenir réserve. Des mois ont passé depuis cette tempête qui a tout balayé, et je me surprends parfois à regarder par la fenêtre de mon nouvel appartement à Montmartre, émerveillé par la paix qui règne enfin en moi. Le Sacré-Cœur domine le paysage, blanc et imposant sous le ciel changeant de Paris, et chaque matin, quand le soleil se lève derrière ses dômes, je sens une gratitude profonde m'envahir. Louise court dans le salon spacieux, ses rires résonnant contre les murs crème fraîchement repeints, et je réalise que nous avons trouvé notre vrai chez nous, un duplex lumineux avec parquet ancien, cheminée en marbre et une grande cuisine ouverte où les odeurs de gâteaux maison emplissent l'air les dimanches. Plus de tension palpable, plus de regards fuyants, plus de silence lourd. Seulement la vie, légère et vrai point l'entreprise, rebaptisée discrètement sous une nouvelle identité qui reflète ma vision morotechnologie, prospère comme jamais. Je dirige avec une main ferme mais bienveillante, promouvant des talents divers, instaurant des horaires flexibles, une culture de respect et d'innovation collaborative. Les chiffres grimpent, nouveaux contrats avec des géants européens, investissement dans la recherche éthique, une équipe motivée qui me regarde avec admiration plutôt qu'avec crainte. Sophie a été exclue lors de la restructuration, son poste a simplement disparu, absorbé par des profils plus compétents et moins toxiques. Antoine, lui, s'est évaporé de l'horizon. Les rumeurs parlent d'un homme ruiné, errant entre petits boulots et regrets amers, seul dans un appartement modeste en banlieue. Il a tenté un dernier appel il y a quelques semaines, la voix éteinte. « Reviens, Élise, j'ai tout perdu. » J'ai raccroché sans un mot, un sourire calme aux lèvres. Plus de colère, seulement une indifférence sereine. Personnellement, je redécouvre des passions que j'avais enfouies sous les années de compromis. Je me suis inscrite à un atelier de peinture à Saint-Germain-des-Prés, un petit studio baigné de lumière où les toiles s'empilent et où l'odeur de térébenthine me grise. Chaque semaine, je peins mes émotions, des tempêtes sombres d'abord, des bleus et des noirs tourbillonnants qui évoquent la trahison, puis des couleurs plus vives des ocres provençaux, des verts émeraudes qui traduisent la Renaissance. Mes toiles accrochent désormais les murs de l'appartement, et Louise adore en choisir une pour sa chambre. Celle avec le soleil, maman, dit-elle en riant. La douleur s'est transmutée en beauté, en création, en quelque chose de tangible et de libérateur. Avec Louise, nous voyageons enfin comme je l'avais toujours rêvé. Des week-ends en Provence où nous cueillons des lavandes dans les champs violets de Valençol, l'air embaumé et les cigales chantant autour de nous, des escapades sur la Côte d'Azur, pieds nus sur le sable chaud de Nice, construisant des châteaux éphémères que la mer emporte doucement. Nous rions aux éclats lors de pique-niques improvisés, partageant des baguettes croustillantes et des fromages crémeux. Ces moments simples, autrefois rares sous le règne d'Antoine et de ses urgences professionnelles, sont devenus notre quotidien. Je la regarde grandir, confiante et joyeuse, et mon cœur fond de tendresse. « Maman, tu souris tout le temps maintenant », me dit-elle un soir en se blottant contre moi, et ces mots valent plus que tous les succès professionnels du monde. La liberté est enivrante, comme un vin pétillant qui monte à la tête. Je savoure ma solitude choisie, des promenades solitaires le long de la Seine au crépuscule, quand les lumières des ponts se reflètent dans l'eau noire, des dîners dans des bistrots cachés du Marais avec des amis retrouvés, celles qu'Antoine avait réussi à éloigner par ses critiques subtiles. Elles me disent toutes la même chose, tu rayonnes, Élise. On te retrouve enfin. Mon cercle se retisse, solide et sincère. Un soir, lors d'une exposition au Louvre, les salles immenses et silencieuses, les chefs-d'œuvre éclairés doucement, je rencontre un homme bienveillant, un conservateur aux yeux doux et à la voix chaude. Nous discutons des heures devant la Joconde, riant de nos interprétations farfelues, et il m'invite à prendre un café. C'est un flirt innocent, léger, sans pression. Mais je le repousse doucement, je savoure d'abord cette indépendance totale, cette autosuffisance qui me rend entière. Financièrement sécurisée grâce à mes actions et à la croissance de l'entreprise, je n'ai plus peur de l'avenir. J'investis dans des projets qui me tiennent à cœur, une fondation pour aider les femmes victimes de manipulation émotionnelle, des bourses pour jeunes entrepreneuses. Je partage mon histoire anonymement sur un blog, des mots crus et honnêtes qui résonnent chez des milliers de lectrices. Les messages affluent, vous m'avez sauvé, grâce à vous, j'ai osé partir.
Cela me remplit d'une fierté profonde, plus grande que n'importe quel contrat millionnaire. Un soir d'automne, alors que les feuilles rougissent sur les arbres de Montmartre et que l'air porte l'odeur des châtaignes grillées, je marche sur les Champs-Élysées illuminés pour Noël. Les guirlandes scintillent, les passants rient emmitouflés dans leurs écharpes, et je sens une autosuffisance profonde m'envelopper comme un manteau chaud. Paris, symbole éternel de renaissance, reflète mon parcours, des catacombes sombres aux lumières triomphantes de l'arc. La trahison m'a brisée en 1000 morceaux, mais elle m'a reconstruite plus forte, plus sage, plus lumineuse. Les humiliations passées sont des leçons gravées dans mon âme, des cicatrices qui ne font plus mal mais qui rappellent ma résilience. Je m'arrête devant une vitrine de pâtisserie, achète 2 macarons au chocolat pour moi, un à la framboise pour Louise, et rentre à la maison en souriant aux étoiles qui percent le ciel. La petite m'attend, déjà en pyjama, impatiente de notre rituel du soir, une histoire, un câlin, un baiser sur le front. Je m'assois sur son lit, la regarde dans les yeux et lui murmure, tout est possible quand on croit en soi. Elle s'endort paisiblement, et moi, je reste là un moment, écoutant sa respiration régulière. Le passé est une leçon close, l'avenir, une promesse ouverte, infini. Avec un café en main sur le balcon, face à la ville des lumières qui s'étend à mes pieds, je lève ma tasse en un toast silencieux, à moi, à Louise, à cette nouvelle Élise propriétaire de sa destinée, épanouie dans l'autosuffisance et la liberté reconquise. Plus de chaînes, seulement l'horizon immense et lumineux. Je suis entière, enfin.